Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes, chers frères et sœurs. Bienvenue à vous sur l'édition du bien-être. Le bien-être, cet état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps, du calme et de l'esprit. Ce bien-être touche tant à la dimension biologique de la vie humaine qu'à sa dimension sociale. Aujourd'hui, nous abordons dans notre édition du bien-être un thème qui résulte tout le bien-être et qui est le point essentiel du bien-être, notre très cher environnement. Usuellement, le terme environnement est utilisé comme synonyme pour d'autres notions dont il se distingue pourtant, telles que l'écologie, les écosystèmes ou le cadre de vie. L'environnement, comme notion commune, est l'ensemble de l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la faune et la flore, le paysage, etc. Cela revient à considérer que le droit de l'environnement regroupe l'ensemble de règles intéressant la totalité de ces éléments qui nous entourent. Pour en savoir plus et savoir comment prendre soin de cet environnement et comment éviter le pire, astuces, conseils, etc., j'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous sur notre plateforme notre très cher frère, M. Riyad Karwa, que tout le monde connaît, petit et grand. Bonjour, M. Riyad. Bonjour, Amal. Monsieur Riyad, je vous laisse la parole pour faire un peu, vous présenter. Je pense que vous êtes mieux placé pour ça. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à vous, bonjour à toute la communauté. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce volet environnement. Alors moi, je suis Riyad Karwa, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Et depuis tout petit, j'ai été frappé par une passion qui a commencé par l'amour des orages, de la pluie. Depuis mes 5 ans. Et j'ai voulu en savoir plus. Bien sûr, quand on était beaucoup plus jeune, dans les années 80, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de bibliothèque. Et donc, c'était compliqué. Mais je me suis tout seul assis sur les terrasses. Et j'ai grandi en observant le ciel. Parce que je pensais qu'il y avait une manière de lire dans le ciel, une manière de comprendre un peu les nuages et de savoir quand est-ce qu'il allait pleuvoir. Et j'ai fait la météo comme ça à ma famille qui disait que j'avais un don jusqu'à mes 18 ans. Et quand Internet est arrivé, j'ai été poussé par des amis à rentrer dans les réseaux sociaux pour faire part un peu de mes observations. Mais ce qui a fait que j'ai accepté, c'était plutôt pour trouver des passionnés, parce que c'était dur. Une passion, quand vous savez, quand vous n'arrivez pas à la partager, parfois c'est plus compliqué que ne pas avoir de passion, parce que ça brûle à l'intérieur. Et donc j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle aujourd'hui La Météo de Riyad. Je l'ai créé pour trouver des passionnés, mais j'en ai trouvé quelques-uns. Mais ce que j'ai trouvé surtout, c'est une communauté formidable qui s'est intéressée au lien de la pluie et qui a voulu en savoir plus. Et donc aujourd'hui, c'est une nation météo quelque part qui est en train de pousser dans ce groupe-là. Et sachant bien sûr qu'on est dans un pays sahélien comme le Sénégal et qu'on est en plein contexte de changement climatique, et on le ressent très bien au Sahel. Donc quelque part, c'est aussi entre guillemets une petite chance qu'on a d'être observateur de cela. Donc j'ai fait de ce groupe-là aussi une météo environnementale, dans le sens où je mets un peu le lien entre tout ce qu'on perd au niveau environnemental et le fait qu'il pleuve moins, sachant que la pluie, c'est la vie. Une goutte d'eau qui tombe, c'est des milliards d'êtres vivants qui en profitent. Et une goutte d'eau qui tombe, c'est de l'herbe, c'est donc qui va nourrir aussi les moutons. C'est tout un cycle de vie, c'est toute la chaîne alimentaire qui dépend de la pluie. Donc c'est fièrement que je mets à disposition de la communauté ce groupe pour discuter de tout ça. Et je suis aussi approché par pas mal d'associations, comme Océanium de Dakar, dans laquelle je suis aussi le vice-président. Alors le Sahel, vaste région africaine, semi-aride séparant le désert du Sahara au nord et les savanes tropicales au sud, est autant une terre d'opportunités que de défis. Il est doté de ressources humaines et naturelles abondantes, offrant un énorme potentiel de croissance rapide. Alors, Monsieur Riyad, qu'est-ce qu'on peut parler du Sahel et du changement climatique qui se passe dans notre Sahel, si on peut l'appeler comme ça? Voilà. Alors, le Sahel fonctionne sur 2 principales saisons. Une saison sèche ou semi-aride et une saison humide, qu'on appelle ici, en l'occurrence, l'hivernage. Et comment se passe le cycle des pluies? En fait, c'est un vent qui va souffler du golfe de Guinée, donc au niveau de la Côte d'Ivoire, du Ghana, qui va rentrer, donc un vent océanique qui va rentrer dans les terres et qui va être confronté à un anticyclone, c'est-à-dire une atmosphère à haute pression. Qui est fomentée par les déserts.
Et donc, cette poche d'eau qui rentre, parce que c'est de l'humidité qui vient de l'océan, qui rentre dans les terres, se retrouve emprisonnée par ces anticyclones-là et vont se condenser pour former ce qu'on appelle des orages qui vont se créer généralement au niveau du Niger, du Burkina Faso, et qui vont suivre comme ça toute l'Afrique de l'Ouest, traversant des milliers de kilomètres sur 5 à 7 jours, et traverser le Sénégal pour se lancer dans le bassin océanique. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui de ces saisons-là, c'est qu'elles sont de plus en plus compliquées à prévoir, avec des cycles de pluie qui sont de plus en plus, on va dire, qui ne sont pas continus. Et d'une année à l'autre, il peut pleuvoir moins bien ou parfois mieux. Mais si on regarde un peu sur le cycle des 15-20 dernières années, on se rend compte qu'il pleut beaucoup moins au Sahel qu'il ne pleuvait il y a 15-20 ans de cela. Et quand on va regarder, donc on va voir que effectivement, au niveau global, on a un réchauffement climatique, c'est-à-dire que l'homme est en train de rejeter énormément de carbone, de CO2 dans l'atmosphère, et il va créer comme ça ce qu'on appelle l'effet de serre. Parce que quand il y a trop de carbone, les rayonnements du soleil ne sont pas directement renvoyés vers l'espace, ils vont revenir à plusieurs reprises vers le sol à cause de ce carbone. Et ce carbone-là, il était censé être à la base séquestré par des êtres vivants sur Terre, donc en l'occurrence par les arbres. Et ce qu'on remarque aussi au Sahel, malheureusement, c'est beaucoup de déforestation. Pour le Sénégal, par exemple, c'est 40 000 hectares de forêts qui disparaissent par année, rien que pour le Sénégal. Et donc, dans tout le Sahel, ce sont des dizaines de milliers d'hectares qui disparaissent comme ça. Et les causes sont bien sûr faites par l'homme, mais il y a plusieurs causes aussi qui sont posées par l'homme. Il y a le bois de coupe, donc pour le charbon de bois ou pour le bois de sculpture ou le bois d'export, mais aussi on a la divagation du bétail. Et donc la perte de ces espaces forestiers fait qu'en fait, ces orages-là, parce qu'une fois qu'ils sont emprisonnés dans le Sahel, ils ont besoin de rester alimentés. Pour qu'un orage vive 7 jours, il va d'abord arriver d'une poche d'humidité, mais il va récupérer de l'humidité en avant pendant qu'il circule. Et s'il n'y en a pas, il va en chercher là où il y en a. Et donc, on remarque d'année en année que les orages ont tendance à suivre donc les forêts du sud. Et donc à s'installer beaucoup plus difficilement au nord, parce qu'une fois qu'ils éclatent au nord, à un moment donné, ils sont fatigués par le fait qu'il n'y a pas assez d'humidité qui arrive au niveau du sol. D'accord, merci Riyad. Des changements climatiques importants affectent une grande partie de notre planète et surtout dans les pays à forte pollution. Comment faire, Riyad, face à ce changement qui change si rapide? Alors je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est regarder un peu les acquis que l'homme a posés. Parce que c'est vrai que la meilleure chose, si on pouvait rêver, c'est de se dire d'arrêter toute activité, d'arrêter les industries, d'arrêter les commerces, d'arrêter de s'habiller un tel ou un tel, d'arrêter de construire de telle manière. Mais on est 7 milliards et c'est fini, on a un rythme de vie. Ce qu'il faudrait, c'est prendre conscience de ce qu'on est en train de perdre. Et de savoir comment le ramener. Et ça, je pense que le divin nous a donné toutes les connaissances, toutes les consciences à prendre de ce côté-là. Par exemple, aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir tous ceux qui ont la force d'accompagner le reboisement, de donner la force à des ONG, à des associations de le faire. Quand je parle de force, je parle parfois de force économique. Par exemple, au niveau de l'industrie, essayer de transformer un peu l'idéologie de l'industrie, en demandant bien sûr de continuer de produire, de fabriquer ce qu'on fabrique, mais pourquoi pas, par exemple, de créer des espaces verts, des pépinières communautaires au sein des industries, de créer 2-3 jardiniers, 2-3 emplois, à partir de graines, de créer des gaines d'arbres et de communiquer dans le quartier ou bien dans les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont très actifs maintenant, pour faire venir les associations, les jeunes de quartier, etc., et reboiser. Je pense que si tout le monde porte ces messages-là, ce sont des messages qui vont rester ancrés non seulement au niveau des professionnels, mais aussi au niveau des populations jusqu'aux consommateurs. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse développer ce genre d'idée qui va, c'est sûr, parce que l'humanité c'est compliqué, elle s'est compliquée la tête pour avoir quelque chose pour elle, il faut faire tout un chemin, mais je pense qu'il faudrait repartir dans cette facilité-là, de se dire qu'avec rien, on peut faire de belles choses. Le changement climatique modifie l'équilibre thermique de la Terre et a de nombreuses conséquences sur l'homme et l'environnement. Dis-nous, Riyad, quelles sont les conséquences et les causes de ce changement si on ne réagit pas rapidement? Qu'est-ce qui se passera? Alors, bien sûr, il y aura vraiment des conséquences, mais déjà d'abord les causes si on ne réagit pas. Alors les causes de ce changement climatique, elles viennent de quoi? C'est bien sûr, pour la plupart, c'est de l'action de l'homme. Donc
l'industrialisation, donc le rejet par l'industrialisation du carbone, l'automobile, les feux, et puis les surpâturages aussi qui fabriquent énormément de propane. Ces causes-là vont tout de suite envoyer des conséquences au niveau du réchauffement. Ces conséquences vont être bien sûr une montée des températures avec la création de microclimats néfastes. Et ces microclimats néfastes-là vont avoir tendance à créer des dépressions, donc des échanges de pression et de dépression qui vont faire des appels d'air. Et là, ça va créer des vents néfastes qui vont soulever des poussières. Donc pour le Sahel, par exemple, ça va augmenter les épisodes de poussière désertique qui viennent du désert et qui traversent comme ça tout le Sahel pour se jeter au large des côtes sénégalaises. Et ces conséquences-là, en termes de poussière, vont avoir aussi des conséquences sanitaires pour l'homme. Donc toutes les maladies du monde respiratoire, donc ORL, et puis certains virus aussi qui sont transportés, comme celui de la méningite par exemple. On a aussi d'autres problèmes comme l'hypertension, d'autres problèmes aussi qui vont être transportés qui vont être créés par ce réchauffement-là. C'est tout de suite aussi la raréfaction des pluies, parce qu'on va perdre comme ça les espaces verts. Et quand ces pluies-là aussi vont tomber, ça va créer un ruissellement. Donc ce ruissellement-là, il va être dû à quoi? Au fait que le sol va se tasser. Parce que quand on va enlever les espaces, quand on va déboiser, on va permettre au sol de se tasser et aux rayons de détruire tous les micro-organismes qu'il y a dans le sol. Et là, à ce moment-là, quand il va pleuvoir, cette eau va être transportée. Au lieu de rentrer, de pénétrer dans le sous-sol, elle va avoir tendance à s'en aller et créer comme ça, changer complètement les reliefs, modifier complètement les reliefs. Et puis aussi retarder ou alors amoindrir la recharge des nappes phréatiques, sachant que beaucoup de villages au Sahel dépendent de l'eau directement qui vient de la nappe à travers les puits. Et donc on observe déjà d'année en année un tarissement plus précoce de certains puits qui fait que les populations vont avoir beaucoup plus de mal à se procurer de l'eau, ils vont se déplacer de plus en plus loin pour avoir de l'eau. Et donc, une fois qu'elles vont revenir à la maison avec un stock d'eau, c'est un stock qu'elles vont avoir tendance à économiser, entre guillemets, pour ne pas en manquer. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on va repousser sa soif sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et là, on va encore envoyer des problèmes sanitaires dans le corps, comme des calculs rénaux, etc. Cette eau aussi, une fois que, si jamais elle ne pénètre pas rapidement dans les nappes grâce aux arbres, grâce aux forêts et aux micro-organismes qui vivent, cette eau-là, en s'en allant aussi, va lessiver les sols. Elle va récupérer à la surface des sols tous les minéraux qui étaient indispensables pour l'agriculture pluviale. Donc, on va avoir aussi des rendements moins bons en termes d'agriculture pluviale, donc toutes les céréales, le sorgho, le mil, l'arachide, et ça va pousser comme ça vers un vice qui va pousser les populations à aller vers de l'engrais chimique. Et ces engrais chimiques-là encore, quand ils vont pénétrer un peu dans le sol, ils vont avoir tendance à polluer les nappes, à apporter des nitrates dans les nappes, et plus tard encore d'autres maladies. Donc c'est vraiment un effet boule de neige en termes de conséquences que peut envoyer ce réchauffement climatique-là pour l'homme. Alors, quelles solutions pour faire face au changement climatique? Telle est la question que se posent nombre de politiques, gestionnaires, ingénieurs et entrepreneurs, mais aussi citoyens, usagers et consommateurs. Cette question est devenue prégnante pour tous ceux qui observent l'environnement et tous ceux qui constatent le recul année après année, des périodes de sécheresse plus longues, des épisodes pluvieux inédits provoquant des inondations destructives, et encore et encore. Il est cependant nécessaire d'agir et très vite afin d'éviter d'aggraver la situation. Il s'agit alors de s'interroger sur ces solutions. Alors Riyad, peux-tu nous aider un peu sur les solutions adéquates à ce problème qui nous concerne tous, bien sûr? Bien sûr. Alors, comme on est en 2021 et on constate que l'être humain... 2022, hein, Riyad. Oui, pardon. Alors oui, ça va tellement vite. Comme on est en 2022 et qu'on constate aujourd'hui la manière à laquelle l'être humain réfléchit, pense et agit, on voit qu'en fait, pour lui, tout est compliqué. Même pour soigner quelque chose, pour lui, ça devient compliqué. Il faudrait justement enlever le fait que c'est compliqué et se dire que la nature, si elle arrive à être aussi forte, c'est parce qu'elle est aussi quelque part assez simple. Et donc, je pense que le calcul est simple. Il manque des arbres qui capturent le CO2. Il y a énormément de CO2 dans l'atmosphère et on coupe ces arbres. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est replanter, c'est recréer des forêts, recréer des espaces verts,
recréer des forêts, mais pas seulement des petits espaces. Il faudrait, comme dans le Sahel par exemple, on le voit très bien, on a beaucoup d'espaces maintenant qui sont des espaces complètement déserts. C'est de reverdir ces espaces-là avec des arbres, permettre à ces arbres-là de refaire la photosynthèse, d'évacuer donc l'humidité nécessaire pour faire venir les orages, et en contrepartie, séquestrer ce CO2 en bois, donc carboniser ce CO2 dans le bois. Et à ce moment-là, l'effet de serre va diminuer et normalement, les températures vont avoir tendance à revenir à la normale. Surtout les épisodes de poussière pourraient rapidement revenir à la normale si on reboise. Donc c'est la solution principale. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui quand on va couper des arbres. Ce qui va se passer, la première chose qui va se passer, c'est tous les êtres vivants qui sont autour qui vont s'en aller. Donc aujourd'hui, un léopard, un oiseau, un chacal ne vivra plus jamais dans un espace où il y avait une forêt qui a disparu. Il va suivre les forêts. Et lui aussi respire comme les arbres. Donc ça va être moins de respiration parce qu'on parle d'évapotranspiration. Donc l'arbre, lui aussi, il va dégager un hydrogène qu'on appelle le deutérium, qui est très important parce qu'il va permettre aux nuages de se former et aux pluies d'arriver. Mais il a besoin aussi d'apporter de l'humidité. Et là, il y a tous les êtres vivants derrière, les milliards d'insectes qui sont dans le sol, sur le sol, les oiseaux, les animaux, qui eux aussi font tout ce travail-là, d'envoyer de l'humidité à travers la respiration, donc on appelle ça l'évapotranspiration. Et donc, aujourd'hui, tout ça va disparaître et va rester à la place ce sol désert. Donc, pour ramener tout ça, il faut d'abord recommencer à la base d'amener des arbres qui vont faire revenir ces oiseaux. Ces oiseaux eux-mêmes vont manger les fruits de ces arbres et vont partir les déposer ailleurs dans le sol, de ce qu'on appelle la reforestation naturelle des sols. Et donc, c'est que les êtres vivants qui peuvent le faire. Et ensuite, plus tard, si c'est bien protégé, c'est une forêt qui se reconstitue. Donc, c'est reconstituer les forêts. Mais ce qu'il faudrait aussi faire, c'est travailler sur les espèces d'arbres qui sont aujourd'hui les plus aptes à tenir. Parce qu'on est allé tellement loin dans le réchauffement climatique, on a créé des zones tellement arides qu'aujourd'hui, si on ne reste pas près d'un arbre et qu'on ne l'arrose pas nous-mêmes tous les jours, il y a un problème qui va se passer, c'est qu'on est en 9 mois de saison sèche et on risque de perdre la vie de cet arbre-là. Donc, il faudrait travailler sur des solutions, comme par exemple certaines espèces qui sont présentes, comme l'acacia par exemple, ou bien une espèce que moi j'appelle vraiment le messie, le champion, c'est le sénat. C'est un arbre qui pousse avec 2 ou 3 pluies et qui est très résistant en termes de sécheresse. C'est un bois de fourrage, donc qui va nourrir le bétail. C'est un bois dont le charbon se consomme beaucoup moins vite que les autres bois, et c'est un arbre à croissance très rapide. Et c'est une espèce aussi qui se prolifère très rapidement. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse travailler aujourd'hui sur cela pour contenir la divagation du bétail, parce que là aussi c'est un gros problème. Quand aujourd'hui le pays se remplit de bétail et que ce bétail n'est pas contrôlé, en saison sèche, quand on a le stress alimentaire pour son bétail, on va aller attaquer tout ce qu'il y a autour, tous les arbres qu'il y a autour, et s'en prendre à des arbres comme le majestueux baobab par exemple, qui fait que lui, s'il ne rentre pas en fleurs parce qu'on va couper ses feuilles, il n'y aura pas de fruit. Et ce fruit-là, il ne va pas permettre aux communautés de pouvoir travailler ce fruit et de pouvoir s'enrichir économiquement à travers ce fruit. Donc il y a tout un processus à faire. C'est de se dire que si on veut reprendre l'économie, si on veut reprendre la sécurité alimentaire, si on veut reprendre la sécurité sanitaire, il faut recommencer à favoriser la création de forêts. Et pour cela, il faut travailler donc sur ces espèces résilientes et sur le contrôle de la divagation du bétail. C'est pour ça que Riyad, on a beaucoup plus de pluie dans les autres villes de Dakar. Oui, c'est pour ça que oui, il pleut beaucoup plus vers le sud. On parce peut qu'on a encore plus dire la pluie dans les autres oui, villes de Dakar. Et ça me fait tellement mal de dire toujours ça, j'aimerais que ça arrive à Dakar. Et oui, on le voit, et même au niveau des satellites, on le voit, hein, au niveau des images satellites, on voit en début de saison, on voit ces orages-là quitter le Burkina Faso, rentrer sur le Mali, et une fois qu'ils arrivent au niveau de Caille, ils ont tendance à être attirés vers le sud-ouest. Donc ils sont attirés par les forêts guinéennes, les forêts denses de Guinée-Bissau, de Guinée-Conakry, les forêts qui restent encore au niveau de la région de Kolda, Tambacounda, et toute la Casamance verte jusqu'au Ziguinchor, elles sont tentées. Et on va attendre ensuite, là c'est pour ça aussi que je parle beaucoup de la présence de verre, c'est que là, vous allez voir ce qui va se passer, au mi-juillet, fin juillet, la pluie va rentrer plus facilement jusqu'à Dakar. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des échappements de pluie, il a plu assez tôt cette année, il y a eu quelques pluies qui sont tombées quand même. Exactement. Donc, on a ces graines-là, ces graines sauvages qui ont poussé au sol. C'est dommage, mais celles qui remplacent les arbres aujourd'hui, qui auront pris 30 ou 40 cm, qui auront accueilli beaucoup d'insectes et qui vont, comme ça, commencer l'évapotranspiration, le deutérium. Et donc, ça va permettre à ces orages-là de se rapprocher de plus en plus de Dakar. Mais c'est pas une solution, parce qu'on le disait tout à l'heure.
quand il pleut sur des endroits arides, l'eau ruisselle et les nutriments s'en vont. Et c'est des milliards de graines aussi qui s'en vont. Et donc d'année en année, on va avoir des tapis qui ne sont plus verts, qui vont être des tapis marrons, qui vont être en fait des semi-déserts qui vont être là, et plus tard des grosses superficies désertiques qui ne poussent plus. Et pour amener la pluie, ça sera peut-être 2 ou 3 épisodes de pluie par année qu'on pourrait avoir, et plus une dizaine ou une quinzaine seulement qu'on a aussi aujourd'hui. Malheureusement. J'ai bien vu aussi que vous avez posté une photo avec les débuts de pousses de dattes du mois de Ramadan. Oui. Exactement. Oui. Et puis bon, j'ai fait l'honneur moi aussi. Merci beaucoup, ça c'est un super d'envoyer quelques graines. Voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez ça, seulement ça, c'est un dattier, c'est un arbre. Vous voyez combien il y a d'arbres ici? Ouais, et c'est tellement facile de faire ça. Donc, soit vous les remettez à des gens comme moi, par exemple, qui vont les mettre en gaine et qui vont les distribuer aux communautés et qui vont créer des datteraies, des palmeraies. Soit même vous, à la maison, si vous savez où les planter, vous prenez ça, vous le nettoyez, vous le mettez dans un verre d'eau pendant 20, 21 jours, parfois 30 jours. Et tous les 2 jours, vous changez juste l'eau parce que ça pourrit la coque. Et vous allez voir au niveau de... C'est comme un être humain. Hein. Il va pousser comme un petit nombril, un point blanc, au bout de 20, 21 jours. C'est une première racine. Il vous suffira juste de le coucher comme ça sur le sol, de refermer et d'arroser, et vous allez avoir votre dattier. C'est très facile. Il y a une histoire que j'ai entendue une fois sur les fourmis. Oui. La fourmi, quand elle prend la graine, pour la prendre sous la terre avec elle, de la graine, elle enlève une partie de la graine et elle la laisse à l'extérieur et elle fait rentrer la graine avec elle sous la terre. Oui. Pourquoi? Parce que cette graine, si elle rentre sous la terre avec elle, elle va devoir faire une petite plante. Oui. Donc elle ne veut pas qu'elle pousse, pousse en bas. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle la laisse dehors pour qu'elle pousse dehors et elle fait rentrer le reste de la graine avec elle sous la terre. Voilà, la nature est formidable. Oui, exactement. Après avoir fait un peu le tour avec toi, Monsieur Riyad, j'aimerais bien illustrer tout ceci par quelques versets du Coran qui parlent énormément de notre environnement, de même que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque étudie minutieusement le Coran s'apercevra que ce livre saint accorde une attention particulière à l'environnement. Un tel intérêt porté à l'environnement indique donc clairement qu'il est notre mère originelle, celle à partir de laquelle nous avons été créés et vers laquelle nous finirons par retrouver. En effet, l'environnement sain et équilibré est notre source de joie, de plaisir et de santé. En revanche, lorsqu'il est dégradé et dépourvu d'équilibre, il nous conduit vers la perte, la ruine et la détresse. C'est pourquoi des centaines de versets coraniques prêchent l'importance primordiale que revêtent la réhabilitation et la réforme de la terre. Ces versets mettent également en garde de dégradation de la terre. Les versets du Coran ont exhorté le musulman à préserver et à protéger l'environnement. Dans Surat al-Baqarah, verset 60, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'asu fil ardi mufsidin. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. Dieu l'a créé dans la meilleure forme de beauté et l'a mise à la disposition de l'humanité afin qu'elle y vive et l'utilise dans l'intérêt de la vie des gens et de la religion. Dans le Saint-Coran, verset 85, Surat al-A'raf, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, La tafsudu fil ardi ba'da islahiha, dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin. Ne répandez pas la corruption sur la terre après qu'elle eût été réformée. Dans un autre verset, Allah évoquant les tyrans injustes, verset 205, Surat al-Baqarah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرَثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Dès qu'il a le dos tourné, il parcourt la terre pour y répandre la corruption, détruire les labours et le bétail. Or, Allah n'aime point le désordre. Plein et plein de versets encore et encore montrent l'importance de notre environnement. On y mentionne le ciel, les étoiles, les nuages, le soleil, les arbres, les montagnes, les fruits, les légumes, le miel, les bétails, les oiseaux, etc., etc. Ce livre nous comble de beaucoup de beauté. Le prophète, paix et salut sur lui et sur sa sainte famille, de même que les imams alayhum salam, ont aussi évoqué l'environnement.
Le prophète a dit: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له به صدقة. Il n'y a pas de musulman qui plante un arbre ou sème des récoltes et qu'une personne, un oiseau ou un animal en mange, si ce n'est le sien, c'est de la charité. Et le prophète aussi a dit: من نصب شجرة وصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله. Quiconque dresse un arbre et s'attarde à le conserver, à y s'y tenir jusqu'à ce qu'elle porte des fruits, pour lui, tout ce qui tombe de ce fruit, de son fruit, est charité envers Allah. Et aussi le prophète dit à l'imam Ali alayhi salam: Sors Ali et dis de la part d'Allah, pas sous l'autorité du messager, qu'Allah maudit celui qui coupe un arbre. Il n'y a pas de plante sans être entourée d'un ange qui est chargé jusqu'à ce qu'il la récolte. Ainsi, quiconque piétine cette plante est maudit par cet ange. Beaucoup de hadiths, vraiment beaucoup, qu'on ne pourrait en terminer. Prenons soin de cet environnement qu'Allah nous a offert à son retour. Elle aussi nous récompensera comme Allah lui a ordonné de le faire. Pour terminer, je vous remercie de votre écoute, de même que je te remercie, Monsieur Riyad. Merci, et moi aussi. De nous accorder de ton temps précieux. Et on remercie la nature de nous avoir fait confiance et de nous avoir donné, Monsieur Riyad aussi. Merci beaucoup. Pour nous conseiller et nous enrichir tous les jours. N'oubliez pas de partager la vidéo et de liker. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.